Bonjour mes amis, c'est toujours Bonza Amani ici qui vous parle. Merci à toutes et à tous de me prêter encore une fois attention. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un point que je trouve particulièrement très très important et que certains trouveront, je pense, bien intéressant. Il s'agit de faire la relation entre les événements actuels et essayer de comprendre d'où sortent exactement euh, comment dirais-je, tous ces problèmes que nous voyons actuellement. D'accord. Alors j'ai décidé de faire pas mal de vidéos, donc vous allez souvent me voir. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un point qui est intitulé Les 7 lois fondamentales du Nza, ça veut dire les 7 lois fondamentales de l'univers. Et si on ne comprend pas exactement, comment dirais-je, les lois universelles qui régissent notre cosmos, notre univers, nous serons dans l'incapacité, pardon, de faire le lien entre ce que, je dirais, l'univers veut et ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, les 7 lois fondamentales de l'univers est très intéressant et très important. Chers amis, je vais parler aujourd'hui selon le prisme de la tradition ancestrale, selon le prisme de la tradition, je dirais, de peuples mélanodermes qui ont vécu pendant très longtemps sur Katiopa. Et parmi ces connaissances, il y a qui sont actuellement disponibles pour tout le monde, bien sûr, ceux qui veulent en faire partie. Ces connaissances ont été divulguées parmi les écoles des mystères. Et aujourd'hui, je vais vous faire part d'une de ces connaissances qui a longtemps été cachée. Et j'espère que vous allez en tirer profit. Et je vais le mettre à la disposition de vous, que vous puissiez vous-même comprendre, essayer de voir comment est-ce que l'univers fonctionne exactement. Chers amis, la tradition que je vais aujourd'hui citer, il s'agit de la tradition des dompteurs de léopards qui existe jusqu'à aujourd'hui sur Katiopa, sur Afrique, en Afrique. Et cette tradition a longtemps été, je dirais, cachée, et parce que il faut savoir que les écoles de mystère actuellement font l'objet de traques, c'est-à-dire que les êtres de l'ordre icéphétique traquent ces sociétés secrètes. Il n'y a pas seulement je dirais en Afrique, mais presque partout dans le monde entier. Et parmi ces traditions, je vais aujourd'hui parler plus précisément de la tradition d'où moi-même je fais partie, c'est-à-dire la tradition Congo des dompteurs de léopards, qui aujourd'hui est végétée, c'est-à-dire est divulguée à travers une école initiatique qu'on appelle l'école initiatique Kimuntu. Et cette école initiatique Kimuntu existe depuis pas mal de temps, c'est-à-dire, je pense que maintenant ça doit faire 3 ans que cette école a été mise en place. Et la personne qui donne le cours dans cette école, il s'agit de notre Mpangi, notre frère, Mbutantswadi Kimbazi, dont je fais un petit coucou. Et naturellement, j'envoie mes pensées de joie à tous les membres de l'école initiatique Kimuntu. Chers amis, la tradition des Katiopa, des Kemet, de l'Égypte pharaonique, des Ntinu, c'est-à-dire des pharaons, d'où le peuple mélanoderme, c'est-à-dire le peuple noir, sont les descendants directs de cette tradition ancestrale multimillénaire qui aujourd'hui est divulguée et a été enseignée aussi par le grand maître qu'on appelle Djehouti, que les Occidentaux appellent Hermès Trismégiste. D'accord. Cette tradition nous dit quelque chose de très intéressant et de très important que je vais d'abord citer avant de commencer mon entretien. La tradition de l'Égypte d'Entine ou des pharaons nous enseigne que le tout est esprit, l'univers est mental. Le tout crée dans son esprit infini des univers
sans nombre qui existent pendant des milliers de siècles. Et cependant, pour le tout, la création, l'évolution, le déclin et la mort d'un million d'univers ne paraît pas plus long qu'un clignement de paupières. Chers amis, j'aimerais d'abord essayer de vous expliquer quelque chose de très important que vous devez comprendre avant que je puisse commencer. Nous sommes des habitants de la planète. Nous habitons ici depuis très longtemps. Nos ancêtres ont habité cette planète. Et cette planète est un être vivant, féminine, de l'énergie féminine bien sûr, qui existe dans un système, comme je l'ai dit la semaine passée lors de mon émission sur l'amour. Et cette planète existe dans un système qu'on appelle les systèmes solaires, qui est composé de plusieurs étoiles qui gravitent autour d'un astre central qu'on appelle le Soleil. Et cet astre central, dans la tradition Congo, on l'appelle Mamantango. Et cet astre central dont nous faisons partie, ce système solaire, est aussi un être vivant qui se déplace dans un environnement qu'on appelle la galaxie de la Voie lactée. Et cette galaxie de la Voie lactée, pour vous donner une idée, a environ 100 000 milliards de soleils comparables à la nôtre. Et certains sont encore peut-être plus grands que celle-là, que notre soleil. Vous imaginez que dans notre galaxie, qui est immensement très grand, il existe des milliards et des milliards de soleils. Et ces soleils qui existent dans notre galaxie ont aussi des planètes. Ce qui veut dire que si nous avons 100 000 milliards d'étoiles dans notre galaxie, y compris la nôtre, donc nous avons, vous pouvez faire le calcul, si chaque système solaire est composé de 12 planètes par exemple, et bien vous faites 12 fois 100 000 milliards et vous avez le nombre des planètes qui existent dans notre Voie lactée, c'est-à-dire dans notre galaxie. Et dans l'univers, chers amis, nous avons plusieurs, c'est-à-dire des milliards d'étoiles, comment dirais-je, des milliards de galaxies. Vous imaginez la grandeur de ce que l'univers est. Et nous sommes dans une des galaxies qu'on appelle la Voie lactée, et cette galaxie existe depuis des milliards et des milliards d'années, et nous habitons quelque part dans cette galaxie avec notre Soleil, et nous sommes sur la planète qu'on appelle la planète Terre. Et dans la tradition Congo, on appelle Mamantoto. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous devons comprendre que tout ce que nous voyons, comme le dit le grand maître Djehouti, est esprit. C'est-à-dire que nous sommes dans un univers qui est composé de l'esprit. L'univers est mental. Le tout crée dans son esprit, c'est-à-dire le tout, quand on parle de tout, c'est-à-dire comment dirais-je, ici, le tout renvoie à l'ensemble. On n'a pas voulu dire Dieu, par exemple, nous disons le tout. Crée dans son esprit infini des univers sans nombre qui existent pendant des milliers de siècles. Et cependant, pour le tout, la création, l'évolution, le déclin et la mort d'un million d'univers ne paraît pas plus long qu'un clignement de paupières. Donc vous imaginez la grandeur de notre cosmos qu'on appelle le Nza dans la tradition Congo. On peut comprendre l'univers, c'est-à-dire le Nza, ou disons tout simplement le cosmos dans son entièreté. On peut comprendre que depuis la nuit des temps, cet univers fascine les êtres humains. Cet univers a fasciné nos ancêtres aussi. Cette fascination, surtout nos ancêtres, et nous aujourd'hui, nous pousse à aller à la recherche des mystères cachés et de la compréhension de l'origine et des manifestations cosmiques que nous considérons comme des manifestations inexpliquées aujourd'hui. Beaucoup de traditions dans le monde ont développé des concepts philosophiques
avec pour but d'essayer d'expliquer d'une manière rationnelle l'origine de l'univers et de ses mécanismes. Nous sommes, chers chers Mpangi, chers frères, chères sœurs, nous tous habitants de l'univers, je l'ai déjà dit. Nous faisons partie de cet univers aussi gigantesque en perpétuelle expansion. Pour connaître le Nza, c'est-à-dire l'univers, et son fonctionnement, il faut naturellement s'y intéresser. C'est-à-dire, par exemple, lire les revues scientifiques ou bien faire ses propres recherches ou se faire initier au mystère caché de l'univers, nous qu'on appelle le mystère caché du Nza. Mais alors, Champangui, c'est pas ce que nous voyons actuellement. Parce que j'ai fait des recherches, je suis tombé sur une page internet, vous pouvez vous aussi faire vos propres recherches, qui s'appelle le BBF, c'est-à-dire le Bulletin des bibliothèques de France. Bon, j'ai pris la France comme exemple. Bien sûr, il y a plusieurs bibliothèques, plusieurs façons de faire des recherches, mais j'ai pris la France comme exemple. Cette étude a démontré, en fait, ils ont fait une étude pour voir un peu comment est-ce que le jeune se comporte. Et cette étude a démontré que les jeunes, ne lisent pas. Hier, ils ne lisaient pas à cause des bandes dessinées. Avant, ils ne lisaient pas aussi à cause de la télévision. Donc aujourd'hui, ils ne lisent pas aussi à cause de la télévision. Aujourd'hui, à cause d'Internet, le football, etc. Et toutes ces distractions qui nous bombardent aujourd'hui tous les jours les médias télévisés. En Afrique, c'est encore plus pire et catastrophique parce que, comme le démontre clairement une étude des statistiques mondiales de la croissance démographique, au courant de l'année 2009 à 2014, le continent africain a atteint le chiffre de 1 milliard d'habitants, pour ne pas dire plus bien sûr. Cependant, la concentration de cette croissance démographique se trouve plus chez les jeunes, entre une année à 19 ans. Nous comprenons ici, chers amis, clairement les problématiques qui existent de la diffusion des connaissances et surtout, en matière de connaissances cosmologiques, astronomiques, etc. Donc beaucoup de jeunes ne savent pas qu'il existe une galaxie. Vous posez la question, c'est quoi une galaxie? On ne sait pas. Et ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose que j'invente, mais faites vous-même vos propres recherches, faites vos propres investigations, vous verrez que j'ai raison. Nous savons avec évidence, bien sûr, qu'il existe partout dans le monde des cercles initiatiques qui ont longtemps gardé des connaissances anciennes qui les ont été léguées par des êtres venus d'autres dimensions d'existence. Bon, je ne veux pas parler aujourd'hui des dimensions. Ceux qui ne connaissent pas les dimensions, ce sont même en Afrique actuellement, sur Katiopa, nos ancêtres savaient qu'il existait des mondes parallèles. C'est-à-dire, nous sommes dans cette réalité et il y a aussi d'autres réalités que les êtres humains ne voient pas. Ce qu'on appelle les dimensions. Bon, les dimensions, ça peut être la première dimension, la deuxième dimension et la troisième dimension. Mais aujourd'hui, bon, nous, les humains, nous habitons dans la troisième dimension, mais il y a plusieurs dimensions. Pour vous donner une idée, nous sommes dans un monde où nous sommes dans la troisième dimension. Nous avons la première dimension qui est le monde des mondes minéral, la deuxième dimension qui est le monde végétal et la troisième dimension qui est le monde animal. Et nous, les humains, nous habitons dans la troisième dimension. Donc, il y a un problème quelque part. Comment se fait-il que nous, les humains, nous pouvons se retrouver dans la dimension des animaux? Pas que ce n'est pas une mauvaise dimension, bien sûr, mais il y a quand même un souci. Parce que l'être humain, normalement, est un être de la quatrième dimension, mais qui a chuté dans la troisième dimension. Vous comprenez? Bon, bref, c'était juste pour vous donner l'idée de ce que c'est les dimensions. Et donc, je disais que ces cercles initiatiques ont gardé longtemps ces connaissances qui leur ont été léguées par des êtres venus d'autres dimensions, d'autres bandes de fréquences, comme on les appelle. Et nous savons aussi avec certitude, selon les travaux d'un scientifique qu'on appelle Nassim Haramein, en astrophysique, c'est un astrophysicien, Nassim Haramein, Nassim H-A-R-A-M-E-I-N, Nassim Haramein, un astrophysicien très doué qui a fait beaucoup de recherches. Et donc, selon ces travaux, nous savons qu'il existe dans l'univers des êtres qui ont des milliers
et des milliers d'années d'avance technologique et spirituelle sur nous. Bon, on va me dire, Bonza, mais qu'est-ce que tu racontes? Champangui, chers amis, nous sommes dans une voie lactée, je veux dire, nous sommes dans une galaxie. Notre galaxie est composée des 100 000 milliards d'étoiles, je vous ai dit. Et chaque étoile a environ 12 planètes qui gravitent autour. Et nous sommes dans un système où nous gravitons autour d'un soleil central. Vous comprenez? Et donc dire qu'il n'y a rien là-bas en haut, eh bien, c'est absurde. Ah oui. Et donc, Nassim Haramein nous a clairement démontré, bon, si vous voulez faire vos propres recherches, vous pouvez faire vos propres recherches là-dessus. Nous avons des fresques partout. En Égypte pharaonique, nous avons même des fresques d'où nous voyons, j'ai dit par exemple, des Égyptiens au contact avec des êtres venus d'autres bandes de fréquences, d'autres réalités, d'autres planètes, etc. Bon, bref. Donc nous savons avec certitude, selon les recherches de Nassim Haramein, qu'il existe dans l'univers des êtres qui ont des milliers d'années d'avance technologique sur nous. Une pensée ancienne, par exemple, celle de la tradition Congo des dompteurs de léopards dit « C'est lui qui comprend l'univers, c'est comprend lui-même, et surtout, comprend les autres. » Pour comprendre exactement qui nous sommes, chers amis, et où nous retrouvons actuellement dans cet univers aussi gigantesque, il est surtout très important de comprendre que nous devons faire appel à un outil qui est très connu, c'est-à-dire la science, ou une discipline très importante qu'on appelle la physique. L'être humain que nous sommes est un être complexe, à la fois multidimensionnel. Cependant, une des traditions africaines anciennes de l'école Congo qui aujourd'hui est réanimée par l'école initiatique Kimuntu, nous dit tout ce qui existe dans ce monde a une origine unique. Donc les arbres, les animaux, les plantes, les oiseaux, l'eau, la terre, le feu, l'air, les étoiles, les insectes, les pierres, les métaux, tous les êtres du monde minéral sont tous issus d'une origine ou conscience unique. Donc nous sommes tous un. Nous faisons partie d'un ensemble. Comment je peux vous expliquer ça? C'est comme, prenons l'exemple d'un arbre, par exemple. Un arbre, chers amis, est composé nous avons la racine, et puis nous avons l'arbre devant nous, et nous avons des branches, nous avons de bourgeons, et puis nous avons encore des branches qui partent et donnent et nous voyons des feuilles. Mais tout ça est un arbre. Donc la feuille qui se trouve au sommet de l'arbre et l'autre qui se trouve en bas de l'arbre, ils font tous partie d'un seul arbre. C'est-à-dire qu'ils sont tous un. Et ils possèdent tous les informations d'un arbre, de cet arbre-là. Parce que si vous coupez la feuille de cet arbre et vous regardez, vous verrez que cette feuille contient les informations biologiques, chimiques, etc. de la racine de cet arbre-là et de l'arbre tout entier. C'est ce qu'on appelle le principe de la structure fractale. Vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Donc c'est le principe de la structure fractale. Et donc c'est très important de comprendre ça, que nous sommes tous uniques, nous sommes tous un, nous faisons tous partie d'un ensemble. Cependant, l'ignorance de notre identité réelle, chers amis, chers Mpangi, nous a poussés à nous considérer comme des êtres différents des autres et à renforcer même en même temps notre ego. Cette ignorance nous pousse également à vivre dans l'illusion d'une séparation les uns les autres. Certes, chers amis, un humain ou un animal possède des caractéristiques physiques, mais ces derniers ne sont pas seulement composés des caractéristiques physiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas seulement chairs, ils ne sont pas seulement faits des chairs. La tradition Congo nous enseigne que nous avons 9 corps. Bref, même dans la tradition égyptienne, on parle aussi. Nous sommes, chers Mpangi, tous un. Nous savons que, par exemple, selon la théorie des cordes, la plus récente théorie concernant l'univers, un univers élégant est composé entièrement de champs harmoniques. Tout dans l'univers, c'est-à-dire de la particule la plus infime à l'étoile la plus éloignée, est fait de mêmes ingrédients. Vous comprenez?
c'est-à-dire des brins d'énergie vibrant incroyablement petits appelés les cordes. Elles vibrent selon une multitude de modes différents, constituant ainsi tous les éléments de la nature. En d'autres termes, l'univers est comme une formidable symphonie cosmique résonnant de toutes les notes que peuvent produire les vibrations et ces petits brins d'énergie. Tout est énergie vibrant sur une fréquence différente, sur des différentes fréquences. Tout ce que nous voyons ne sont que des énergies. Parce que même dans le monde qu'on appelle le monde de l'infiniment petit, c'est-à-dire le monde de la physique, le monde quantique, nous voyons que chaque matière est composée, dans le monde infiniment petit, d'un noyau et des électrons qui gravitent autour. Donc, ce qui veut dire ceci, si, imaginons un être très petit, ça veut dire il est tellement petit existe dans le monde d'infiniment petit, quand il regarde l'être humain devant lui, il aura l'impression de regarder les étoiles. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que notre système solaire, par exemple, est aussi l'exemple d'un noyau, c'est-à-dire notre Soleil est considéré comme un noyau d'un atome. Parce que nous avons le Soleil et les étoiles qui gravitent autour. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans chaque matière. C'est-à-dire chaque matière est composée d'un noyau, qu'on appelle le noyau d'un atome, et là nous avons les électrons qui gravitent autour. Et ce qui veut dire que si vous avez la possibilité de vous téléporter dans le monde de l'infiniment petit, et que vous devenez extrêmement petit, et quand vous regardez l'être humain devant vous, vous aurez l'impression de voir tout un univers. C'est-à-dire, vous aurez l'impression de regarder le ciel rempli des étoiles et des électrons qui gravitent autour de ces étoiles-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que nous sommes tout simplement des univers miniatures. Voilà. Et donc cette recherche est très intéressante dans le sens où tout ce que nous voyons est énergie, est composé de l'énergie consciente, parce qu'il faut savoir que les atomes de l'hydrogène par exemple sont des matières conscientes. Ils sont conscients d'eux-mêmes. Et ça, la physique aussi l'a prouvé. Donc les recherches modernes ont apporté la preuve que l'être humain n'était pas uniquement constitué des matières, n'est pas seulement fait des matières, mais qu'il est également psychique et énergétique, chers amis. De plus, l'astrophysique, avec l'étude de l'univers, la physique quantique et la recherche russe aujourd'hui sur la pensée, par exemple, ont permis de relier les différentes médecines de manière scientifique, objective et incontournable. Les analyses, par exemple, sur l'infiniment petit, nous apprennent déjà que la matière telle que nous la concevons habituellement n'existe pas. Parce que, chers amis, ce que vous devez comprendre est que l'atome que vous voyez là est divisable à l'infini. C'est-à-dire que si vous, même Nassim Haramein a remarqué ça aussi, après avoir fait ses recherches, il est arrivé à la conclusion que la matière qui a l'air d'être dense, en fait, n'existe pas, en fait. Parce que un atome est tellement petit, mais on peut le diviser à l'infini, continuer à diviser, jusqu'à ce que... parce qu'aujourd'hui, par exemple, les Occidentaux essaient de trouver la particule la plus petite de la matière. C'est-à-dire qu'ils veulent comprendre, comment dirais-je, ils veulent, en quelque sorte, trouver le fini dans l'infini. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils veulent essayer de comprendre l'origine de la matière. Or que l'origine de la matière, eh bien, la matière n'existe pas en fait. Et Nassim Haramein a compris aussi que le vide que nous voyons là, voilà, le vide, n'est pas vide. C'est un champ rempli d'énergie et dense. Vous comprenez? Donc c'est très intéressant de comprendre ça, parce que aujourd'hui, nous nous perdons un peu, on n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses. Je voulais commencer par là pour vous expliquer maintenant la suite. Vous allez comprendre pourquoi j'ai d'abord voulu mettre l'accent sur ça. Et donc cette recherche est très intéressante à mettre dans,
c'est-à-dire à prendre en considération. Et donc l'analyse sur l'infiniment petit nous apprend déjà que la matière telle que nous la concevons aujourd'hui n'existe pas. Elle n'est en fait qu'une concentration gigantesque d'énergie vibrant à des fréquences insignifiantes en quelque sorte. La matière est une concentration des atomes à un endroit spécifique. Par exemple, moi que vous voyez là, je suis rempli d'atomes. Et un être humain, pour vous donner l'idée, est composé de 100 000 milliards d'atomes. 100 000 milliards de cellules. Vous comprenez? Et ces cellules sont conscientes aussi en même temps. Ce qui fait l'être humain tout entier. Mais bon. Et donc c'est très intéressant à comprendre. Tout ce que nous percevons aujourd'hui possède des caractéristiques physiques. Tout ce que nous voyons, par exemple la table, l'ordinateur, etc., vibre à des différentes fréquences. Par exemple, les humains, prenons les humains, par exemple, prenons l'exemple des êtres humains. Les êtres humains, nous avons plusieurs types humains, donc nous avons les mélanodermes, les leucodermes, les centodermes, etc. Mais ce qui fait leur différence, c'est leur vibration énergétique. Parce que quand on regarde l'homme, un être humain, le Muntu, on voit qu'il est par exemple noir, moi par exemple, mais ce n'est pas la couleur que vous voyez au fait. Vous voyez ma fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire pénètre votre yeux et vous voyez la couleur noire en ce moment-là. Parce qu'une couleur est une onde qui vibre à une fréquence spécifique. Ce qui veut dire que chaque être humain qui fait partie d'une lignée, par exemple les noirs, par exemple, je dirais le mélanoderme, vibrent tous à une fréquence spécifique. Et si vous regardez l'homme blanc, par exemple, nos amis, nos frères leucodermes, ils sont blancs de peau, c'est parce qu'ils vibrent à une fréquence. Et nous voyons ça comme des couleurs. Bon, bref. Donc tout vibre à des différentes fréquences. Et nos ancêtres les savaient déjà aussi, ils donnaient plus d'importance aux vibrations que aux choses. Bon, bref. Donc un être humain, par exemple, ou une pierre, sont tous les deux composés fondamentalement d'énergie. Et ces énergies ont tous une origine unique, comme je vous ai dit. Nous sommes énergie et nous regardons de l'énergie. Nous mangeons de l'énergie, nous buvons de l'énergie et nous sommes tous en perpétuelle recherche d'énergie. Quand vous vous réveillez le matin pour aller au travail, vous consommez de l'énergie. Quand vous allez prendre votre bain, vous consommez de l'énergie. Quand vous allez porter vos vêtements, vous mettez sur votre corps de l'énergie. Et quand vous partez au travail pour avoir de l'argent, c'est pourquoi? Pour acheter par exemple la nourriture pour vos enfants, c'est encore de l'énergie. Vous respirez de l'air, c'est de l'énergie. Vous regardez le soleil devant vous, c'est de l'énergie. Tout est énergie, chers amis, vibrant à de différentes fréquences. Donc nous sommes tous énergie. Quand nous regardons quelqu'un, nous voyons de l'énergie. Il est clair que cette conception énergétique qui constitue chaque matière visible et invisible dans l'univers n'est pas très bien connue de nos jours. C'est très curieux. Certains le savent, mais ne l'intègrent pas vraiment dans leur vie quotidienne. Tout simplement parce que l'être humain ne perçoit que la matière qui est à ses yeux visible et pense que tout ce qui est invisible à ses yeux n'existe pas. Parce qu'il faut savoir que dans notre bande de fréquences où nous sommes actuellement à la troisième dimension, il existe des êtres qui vibrent à une fréquence et qui fait que nous ne le voyons pas. On les appelle les êtres de la nature. Hein? Certains enfants, quand ils naissent avec la capacité de voir les êtres de la nature. Souvent, tu vas voir un enfant en train de jouer dans un petit coin. Beaucoup d'enfants qui naissent, ils voient ça. Ils ont des petits amis qui les apparaissent comme ça. Et puis, voilà, ils jouent avec. Beaucoup d'enfants font ça. Beaucoup d'enfants ont cette capacité de percevoir les êtres de la nature. Mais quand ils grandissent, ils commencent à expliquer à leurs parents, voilà, j'ai un ami, voilà, et puis son père le traite bizarrement, et puis voilà, et puis quand il grandit, il oublie, et puis ses capacités partent.
La capacité de percevoir les êtres de la nature disparaît complètement parce que tellement qu'on l'a dit que c'est ignoble, que ça n'existe pas, voilà. Vous voyez? Donc beaucoup d'enfants peuvent percevoir ces êtres. Et donc nous, aujourd'hui, on pense que oui, comme les êtres de la nature, ce sont des fables, ça n'existe pas. Non, c'est parce que nous, on n'arrive pas à le percevoir. Imaginez-vous que même le monde aujourd'hui, que nous voyons devant nous, nous voyons que, je peux dire, euh, 5% de ce qui existe réellement. Les scientifiques occidentaux essayent aujourd'hui de trouver ce qu'on appelle la matière noire, l'énergie noire. Ils savent qu'il y a quelque chose là, mais ils ne voient pas. Donc il y a environ 95% des matières invisibles que nous ne percevons pas. Et nous, nous nous focalisons sur 4% et nous essayons d'expliquer quelque chose avec 4%. C'est quand même intéressant à comprendre. C'est quand même important à prendre en considération. Donc nous sommes énergie, il faut le savoir, c'est un panier. Les anciennes civilisations, par exemple nos ancêtres, savaient exactement que la matière n'était qu'une projection holographique, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le système holographique, c'est un système très très connu en Occident. Même, je ne sais pas si vous avez vu le clip après la mort de ces chanteurs afro-américains, Tupac. On a fait une projection holographique de son corps et on a vu que Tupac était là entretrappé avec Snoop Dogg. C'est ça l'hologramme. Donc on projette quelque chose, on projette une image en fait. Vous voyez? Et cette image va se comporter comme l'image originelle, mais ce n'est qu'une projection holographique, faite avec des rayons, avec de la lumière. Les anciennes civilisations les savaient. Donc les anciennes civilisations savaient exactement que la matière n'était pas la matière, comme on le voit, c'est une projection holographique de la pensée consciente venant d'une dimension supérieure, qui est la dimension où vibre la fréquence du corps humain. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça encore, Serge Moutabonza? C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui ont chuté dans la troisième dimension, mais nous sommes des êtres qui vibrent à une fréquence supérieure. C'est-à-dire que notre conscience siège dans une fréquence supérieure à la troisième dimension. C'est pour ça que nous percevons de la matière telle qu'elle est comme physique. N'oubliez pas aussi que, chers amis, nous avons 12 brins d'ADN. Nous avons 12 brins d'ADN et chaque brin est composé de 12 couches. Mais le problème, c'est que nous avons environ 10 brins qui ont été complètement fracassés et désactivés. Et que les Occidentaux aujourd'hui appellent l'ADN poubelle. Or que c'est faux. Et nous utilisons seulement 10% de notre capacité intellectuelle, de notre capacité que nous devons normalement. Je ne sais pas si vous avez vu le film, comment s'appelle le film là, avec... comment s'appelle le film encore j'ai oublié. Mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que la fille a pu activer ses brins d'ADN. Vous voyez? J'ai oublié le nom du film, mais vous pouvez regarder ça. C'est un film très intéressant. Hein, les anciennes civilisations savaient vraiment que le corps humain est une projection holographique de la pensée venant d'une dimension supérieure qui est la dimension où vibre la fréquence du corps humain. Disons, toutes les matières visibles à l'œil humain sont des projections d'une conscience encore plus évoluée. La tradition Congo nous enseigne que le Nza, c'est-à-dire l'univers, est une projection holographique d'un monde encore plus ancien que tout ce qui existe dans le Nza, dans l'univers, puisse ses sources dans ce monde multidimensionnel. Que le Congo appelle le Kinsono, ça veut dire le Nza est un Kinsono, l'univers est un hologramme. Lisez le livre lisez le livre L'univers holographique. Donnez-moi une minute, je vais vous trouver le nom rapidement. Alors, univers holographique, voilà, univers holographique. C'est un livre très intéressant, si vous avez le temps de le lire, qui a été écrit par Michael Talbot et qui avait repris les études d'un grand scientifique
qui nous a laissé, il s'appelle David Bohm, voilà, l'univers holographique. Donc ce sont des choses qui, aujourd'hui, sont discutées dans le monde scientifique et qui prennent en considération. Et aujourd'hui, mais bon, nous surtout les Africains, on ne s'intéresse pas à ce genre de choses. On ne sait pas que nous habitons dans un monde et ce monde est une projection holographique d'un monde encore plus ancien et que nous sommes que des représentations holographiques de ce monde. Lisez, il faut vous intéresser à ce genre de choses. C'est très important. En étudiant en profondeur l'histoire des anciennes civilisations, par exemple, cela nous oriente automatiquement vers la science de la physique quantique que les ancêtres maîtrisaient parfaitement. En Afrique, par exemple, sur Katiopa, avant, nous avons eu, au courant du XXe siècle, un savant dénommé le professeur Cheikh Anta Diop. Ce dernier a, durant toute sa vie, travaillé sur le point difficile à son époque. En tout cas, pour l'époque où il vivait, pendant laquelle l'Afrique était, comme on le sait nous tous, hein, était encore sous le joug de la colonisation occidentale. Mais le professeur Cheikh Anta Diop a quand même réussi à créer beaucoup pour son époque, à créer des concepts philosophiques qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir recadrer d'une certaine manière objectivement un certain nombre de trous sombres dans l'histoire de l'humanité. Hein? Et pas seulement l'histoire du Katiopa, c'est-à-dire de l'Afrique, des Tarabanes, hein? Mais aussi celle de la Grèce, de l'Arabie, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Europe aussi. Il y a beaucoup de choses que nous devons découvrir, que je vais essayer de vous faire découvrir avec mes vidéos que je vais commencer à faire pour vous. Je veux que les jeunes puissent s'intéresser maintenant à la science. La nouvelle génération que nous sommes, nous devons arrêter maintenant de penser comme des enfants. Hein? Nous devons maintenant commencer à nous intéresser à la science. Même le professeur Cheikh Anta Diop nous a dit, intéressez-vous à la science. Imprégnez-vous de la science jusqu'aux dents. Vous comprenez? Et donc le professeur Cheikh Anta Diop a travaillé là-dessus et a fait beaucoup de recherches. Et pour savoir, le professeur Cheikh Anta Diop est académiquement, et était académiquement, parce qu'il nous a quittés, un anthropologue, un linguiste, un physicien nucléaire, un philosophe, un égyptologue. Et a pu, grâce à ses ouvrages comme Nation négrises et culture, Unité culturelle de l'Afrique noire, Civilisation ou barbarie, et surtout Afrique noire précoloniale, que je vais peut-être, je pense que je ne l'ai pas ici avec moi, mais je vais vous le montrer à la fin de notre émission, ou bien quand nous allons passer à la deuxième partie. Et donc ces ouvrages sont très intéressants pour la nouvelle génération. Nous devons commencer par là, lire d'abord les ouvrages du professeur Cheikh Anta Diop pour comprendre. Ce n'est pas lire pour nous délecter de l'histoire, mais c'est-à-dire de comprendre ce qui s'est passé dans le passé et essayer de le mettre, c'est-à-dire de faire gaffe aussi aux erreurs du passé, aux erreurs que nos ancêtres ont dû commettre dans le passé pour que notre civilisation puisse tomber. Lisez Afrique noire précoloniale, c'est très intéressant. Et donc le professeur Cheikh Anta Diop, grâce à ses ouvrages, a pu reconstruire pour nous une sorte de chronologie de l'histoire en se basant sur le fait et les résultats scientifiques étudiés en laboratoire à l'université en Afrique et aussi à la Sorbonne où le professeur Cheikh Anta Diop a étudié en France et au Sénégal où il avait son laboratoire. Et c'est là qu'il soit en archéologie, en paléontologie, en anthropologie physique, en sociologie et surtout en philosophie et en histoire. Le professeur Cheikh Anta Diop disait lui-même, dans son ouvrage Civilisation barbarie, donc je cite actuellement, l'Africain qui nous a compris. Et c'est lui-là, après la lecture de nos ouvrages, et je recommence, l'Africain qui nous a compris, et c'est lui-là qui
après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un Prométhée, porteur d'une nouvelle civilisation, et parfaitement conscient de ce que la Terre entière doit à son génie ancestral dans le domaine de la science, de la culture et de la religion. Civilisation barbarie, page 16. Ici, chers amis, nous comprenons bien, je vais vous montrer tout à l'heure dans la deuxième partie, quand nous allons rentrer maintenant dans le sujet, je vais vous montrer le livre du professeur Cheikh Anta Diop, que vous pouvez vous-même vous en procurer. Ici, nous comprenons bien que nous sommes appelés à élever nos consciences afin d'assimiler les nouvelles informations. En étant animés d'un désir de vouloir connaître, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de Noirs actuellement, des Africains surtout, ils veulent pas, ils veulent pas. Mais bon, on ne va pas le forcer, hein. On ne peut pas forcer quelqu'un. Tout le monde est arrivé ici sur cette planète pour expérimenter la vie. Et puis, bon, chacun s'éveille à sa manière. Et nous n'expérimentons bien sûr pas la réalité de la même manière. Mais il ne faut pas que les Africains puissent commencer à pleurer, que les autres les tapent. Parce qu'il faut voir quand même la différence en matière des technologies et des connaissances astronomiques, etc., entre l'Occident et l'Afrique, je veux dire l'Occident moderne, tandis que toutes ces connaissances-là, qui sont aujourd'hui redécouvertes, parce qu'il faut savoir vraiment que les Occidentaux redécouvrent ce que nos ancêtres savaient déjà depuis des millénaires. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, nos ancêtres le savaient. Et ce sont eux-mêmes qui ont enseigné d'autres personnes. Ils ont enseigné tout le Platon, Pythagore, Aristote, etc. Tous sont passés dans les écoles des mystères égyptiennes. Et comme vous le savez, l'Égypte pharaonique est une civilisation par excellence mélanoderme. L'Égypte pharaonique est née après la chute de grandes civilisations anciennes, comme l'Atlantide, la Lémurie, etc. Ce qui est certain, la civilisation égyptienne est née au sud, c'est-à-dire au sud de l'Afrique. Il y a un terme que les anciens Égyptiens utilisaient pour appeler la terre de leurs ancêtres, ils disaient Ta-Néter, Ta qui renvoie à la terre, Néter qui renvoie au Dieu, à Dieu, c'est-à-dire aux divinités. Et il disait aussi Ta-Méri, ça veut dire la terre bien-aimée, mais il faisait allusion à la terre de ses ancêtres, ça veut dire vers le sud. Vous comprenez? Et c'est de là que les anciens Égyptiens ont puisé toutes leurs connaissances. Ah oui, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Les Occidentaux nous ont dit que oui, les anciens Égyptiens étaient de blancs, et après ils ont dit non, ce ne sont pas de blancs, c'est des Chinois, et puis non, ce ne sont pas des Chinois. Ils ont inventé plusieurs thèmes, Chamites, Hamites, etc., qui ne reposent sur rien du tout. Vous comprenez? Mais bon, je ne suis pas venu ici pour vous parler des anciens Égyptiens, mais sachez bien que les anciens Égyptiens étaient bel et bien des mélanodermes. Et si vous avez des questions là-dessus, eh ben, j'ai un Facebook que vous pouvez utiliser, c'est Bonza Amani. Vous pouvez me poser des questions là-dessus et je vais vous répondre avec plaisir, naturellement. Hein. Je pense que je vais même faire une vidéo sur l'Égypte. Ouais, je vais faire une vidéo sur l'Égypte. Ça va peut-être être plus intéressant pour les jeunes, plusieurs jeunes parmi nous qui n'ont encore jamais entendu parler de ce genre de choses. Donc ici, nous comprenons bien que nous sommes appelés à élever nos consciences afin d'assimiler les nouvelles informations. Il faut avoir un esprit ouvert. C'est pas mauvais d'avoir un esprit ouvert. Il faut ouvrir votre ouverture d'esprit en premier lieu. En étant animés, chers amis, d'un esprit de vouloir connaître, de vouloir savoir, cela nous permet d'avoir la conviction que l'histoire, ou plutôt la version de l'histoire qui nous a été présentée à l'école, surtout par exemple, sur l'évolution de l'humanité et les stades de son évolution jusqu'à l'arrivée, je vais dire jusqu'à l'arrivée ou bien vers les antiquités classiques,
c'est-à-dire vers la fin et le déclin des civilisations africaines anciennes, ou autres avant l'ère chrétienne, si vous voulez. Parce que sachez-le très bien que les Africains, aujourd'hui les descendants de ces êtres multidimensionnels d'avant, ont essaimé partout. En Asie, nous avons la grande civilisation de Angkor, nous avons la civilisation de Mohenjo-Daro, nous avons la civilisation des Olmecs, des Dravidiens. Tous ces grandes civilisations étaient habitées par des mélanodermes. Ça, il faut le savoir. C'est très important. Pas pour créer un ego, dire oui, nous sommes forts, oui, nous avons été des pharaons. Non. Mais sachez-le aussi que les pharaons ont existé dans leur temps, mais de quelle manière? C'est pas parce que nous disons que nous avons été des pharaons que c'est une gloire, non. Mais bon, il faut savoir que nos ancêtres œuvraient, en tout cas, beaucoup ont œuvré pour l'harmonie, la justice et l'ordre cosmique qu'on appelle la Mahat. Et parmi eux, il y avait aussi des gens qui œuvraient pour le désordre. Et voilà la raison pour laquelle toutes ces grandes civilisations ont pris fin. Mais aussi, il faut savoir aussi que chaque cycle dans le temps voit l'émergence d'une civilisation. Le cycle passé était le cycle de la civilisation qu'on a vu, la civilisation romaine. Après, nous avons vu la civilisation grecque avant. Avant le grec, nous avons la civilisation égyptienne, qui est multimillénaire, les amis. L'Égypte n'a pas 4000 ans, comme on nous dit. C'est faux, ça. Faux. Je veux dire, on doit revoir cette information. Parce que ce qui est très important à comprendre est que, par exemple, le Sphinx, il y a un géologue américain, Robert Schoch, qui a fait des recherches sur le Sphinx. Il a trouvé les érosions d'eau sur le Sphinx. C'est-à-dire que ils ont trouvé que le Sphinx sur son dos, partout, ils ont trouvé de l'eau. Tandis que ça fait très longtemps, sur le plateau de Gizeh, on est en plein désert. Ce qui veut dire que cet endroit-là, avant, était habitable. Ah oui, hein. Mais on nous dit aujourd'hui que le Sphinx date de l'Empire, de l'Ancien Empire, vers la civilisation qu'on appelle le pharaon Menkaure. Or, le Sphinx, quand on regarde la tête du Sphinx et le corps du Sphinx, on voit que la tête a été rétapée. La tête du Sphinx est plus petite que son corps. C'est un fait. Ce qui veut dire que le Sphinx a été bâti avant par une civilisation plus avancée. Et la civilisation la plus avancée de notre temps actuel, du cycle passé, c'était la civilisation égyptienne. Et les cycles d'avant, la civilisation égyptienne, c'était la civilisation des Atlantes. Et ces Atlantes, c'est là où on va voir celui qu'on appelle Osiris. Osiris était un Atlante. Et il mesurait 4 mètres de hauteur. Mais bon, bref. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que beaucoup vont me dire, bon, Bonza, tu commences à nous parler maintenant des choses un peu farfelues. Parce que bon, beaucoup de gens disent que oui, c'est farfelu, que les géants n'ont jamais existé, même tandis qu'on le met même dans la Bible. Hein. Dans la Bible, il y a des géants dans la Bible. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il parle des géants. Les fils des dieux qui sont venus sur terre pour faire les enfants avec, voilà, etc., etc. Mais bon, bref. Et donc, ce qui est très important, c'est de savoir que les déclins des civilisations africaines, c'est-à-dire sur Katiopa et partout dans le monde entier, présentent beaucoup d'anomalies. Donc cette histoire présente beaucoup. Nous voyons, je vais dire, la version officielle présente beaucoup d'anomalies. Cela nous pousse à aller à la recherche de la vraie origine, hein, de la vraie origine de l'humanité. Et où est-ce que nous allons aller chercher l'origine de l'humanité? Eh bien, c'est dans le monde de la physique qu'il faut le faire. Parce que chez Mpangi, ce qui est très important à comprendre, chers frères et sœurs, est que nous sommes composés d'énergie et ces mêmes énergies, nous les retrouvons partout dans l'univers.
C'est-à-dire que l'être humain est composé des quarks et, de l'hydrogène, hein, et cet être humain possède le même matière que le Soleil, par exemple, que les étoiles, que les galaxies, que les constellations. Et pourquoi pas ne pas aller maintenant chercher l'origine de l'humanité dans ce monde-là, le monde de l'énergie, le monde de la physique quantique. Et donc pour comprendre le vrai origine, il faut d'abord toucher à ça. Hein? C'est après plusieurs recherches que, chers amis, nous arriverons à comprendre la vraie nature de l'homme, c'est-à-dire la vraie nature du monde tout, comme on dit en Kikongo. La vraie nature de l'être humain et la complexité de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous sommes et de tout ce qui nous entoure. Mais comme nous le savons tous, rien ne se crée à partir de rien. C'est-à-dire, cela veut dire que tout ce qui régit notre univers possède des fondements qui obéissent à toutes les lois. C'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ce qu'on appelle les lois fondamentales de l'univers. Et parmi ces lois, nous allons en étudier 7. 7 lois fondamentales de l'univers. Et si nous comprenons les lois fondamentales de l'univers, nous comprenons les autres, parce que nous sommes, nous les êtres humains, retenez ça encore très bien, mes chers amis, je vais faire la pause et commencer la deuxième partie. Nous sommes, nous tous les êtres humains, des représentations miniatures de l'univers. Parce que l'être humain que vous voyez, moi par exemple devant vous, je suis composé des atomes, et cet atome, ce sont les mêmes atomes que mon frère, nos frères leucodermes possèdent, et ces atomes sont conscients et puisent ses sources dans la conscience unique, c'est-à-dire dans la divinité suprême. Donc tout est sacré, mes chers amis. Il faut respecter tout le monde, il faut vivre dans l'harmonie, et pour le faire, aujourd'hui je vais vous donner un cadeau, le 7 lois fondamentales de l'univers. Et si vous avez des questions à me poser, je peux vous donner aussi un livre que vous pouvez lire, ça s'appelle Le Kybalion. Et dans ces livres-là, vous allez voir, vous allez vous-même comprendre en détail, parce que bon, je vais aujourd'hui essayer de survoler un peu ces lois-là. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous devons, à partir d'aujourd'hui, comprendre l'univers et comprendre les autres. C'est-à-dire, celui qui comprend l'univers comprend son prochain. D'accord? C'était la première partie de notre entretien qui va suivre, le 7 lois fondamentales de l'univers. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes. Merci à vous de m'avoir suivi et au revoir, à tout à l'heure.